Didier François, vous nous parlez de ce jugement qui fait polémique en Amérique à l'issue d'un long procès très médiatisé. L'islamiste libyen qui avait organisé l'assaut contre le consulat américain de Benghazi en 2012 a été condamné hier à 22 ans de prison. Peine finalement qui paraît légère aux États-Unis, très légère même. Bah oui, d'autant que la culpabilité ne faisait absolument aucun doute. Les services de renseignement américains ont fait un travail titanesque pour identifier, localiser, appréhender en Libye le cerveau de cet attentat. Une attaque qui avait été planifiée avec soin pendant plusieurs jours. D'ailleurs, les interceptions avaient permis de reconstituer l'ensemble des préparatifs clandestins, mais surtout de prouver que l'accusé avait personnellement coordonné l'action des différents groupes armés de combattants terroristes. D'abord, lors d'un premier assaut contre le consulat de Benghazi, au cours duquel, effectivement, l'ambassadeur des États-Unis en Libye a été tué, ce qui est quand même un énorme choc, c'est la première fois en 40 ans. Puis lors d'une seconde attaque contre un site clandestin de la CIA, au cours duquel 2 agents contractuels de l'agence ont également été tués. Et puis l'analyse des bandes vidéosurveillance du complexe diplomatique permettent même de localiser sur les lieux avant, pendant et après les affrontements l'accusé avec tout un état-major. Alors pourquoi n'a-t-il pas été condamné pour assassinat ? Eh bien parce que ces éléments de renseignement dont la validité n'est pas remise en cause par la Cour et puis qui d'ailleurs serait suffisante pour lancer une opération militaire létale dans le cadre du droit de la guerre, eh bien elles ne sont pas assez incriminantes du point de vue du droit commun. Vous savez, c'est comme dans les séries, il faudrait produire un enregistrement dans lequel on entendrait clairement l'accusé dire « Je veux tuer l'ambassadeur américain » pour démontrer formellement son intention, la préméditation, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et le procureur a donc estimé qu'il ne pouvait pas retenir les accusations d'assassinat ou de tentative d'assassinat qui aurait valu, là pour le coup, à l'accusé soit la peine de mort, soit la perpétuité. Il a donc préféré requérir ce qui était clairement établi, la conspiration à visée terroriste. Mais ça, c'est une peine beaucoup moins lourde. Donc c'est les 22 ans. On est exactement dans la même situation que lors du procès du frère de Mohamed Merah, relaxé sur l'accusation de complicité, que les juges étaient absolument incapables d'établir avec les règles du droit commun, et donc condamné à 20 ans de prison. On est sur les mêmes périodes, mais pour association de malfaiteurs, qui, comme l'accusation donc de conspiration aux États-Unis, est un peu une procédure fourre-tout. Est-ce que ça veut dire, Didier, que les démocraties sont incapables de juger les terroristes islamistes avec des règles normales de droit ? C'est effectivement la question qui est posée aujourd'hui par ce verdict, d'autant que ce procès se voulait exemplaire. Il avait été décidé au plus haut niveau par Barack Obama, qui voulait en finir avec les mesures d'exception de Guantanamo, qui elles sont totalement dérogatoires au droit, et qui voulait faire la démonstration qu'il était possible de juger du terrorisme aux États-Unis devant une juridiction civile normale. Des moyens considérables avaient d'ailleurs été consentis pour que des opérateurs des forces spéciales aillent vraiment l'attraper en Libye dans des conditions très acrobatiques, puis qu'ils le ramènent aux États-Unis. L'idée, c'était que la peine prononcée soit suffisamment dissuasive pour éviter un assassinat d'un ambassadeur. Et de ce point de vue-là, effectivement, franchement, c'est un échec.